se tenir debout. Et si on a les yeux en face des trous, on invitera toutes les filles à danser. Tour de France. Étape 6. 4, 5, 6. Ça brasse. Le tour est commencé, pour vrai. On l'attendait, le spectacle, on l'a eu. Le tour est-tu commencé ou il est fini? Ben non, il n'est pas fini. Je comprends ce que tu veux dire, mais ouais, pas totalement fini non plus. Non, des très belles étapes. On va vous commencer ça. On remercie encore. Justement, la semaine passée, tu m'as pas dit c'était quoi ta saveur préférée. On remercie nos partenaires de Chrono. C'est quoi ta saveur préférée? C'est quoi que tu utilises le ma plus? saveur préférée de Chrono, c'est parce que tu peux demander aussi c'était quoi, quelle distance j'avais fait, puis tout. Fait que là, je suis parti là-dessus, j'ai pas répondu, excuse-moi. Mais ouais, moi, tout ce qui est les petits fruits, là, citron, pêche, fruits des champs, là, tous les emballages qui sont comme de cette couleur-là, ou un peu plus rouge, ou un peu plus jaune. Ouais, je sais pas pourquoi, je suis plus attiré par ça. Mais ouais, je les aime pas mal toutes. Mais tu vois, toi, sirop d'érable, ça t'accroche beaucoup. Moi, je dirais plus les fruits, puis un petit peu les brownies aussi, qui me donnent un peu l'impression de manger des cochonneries, même si c'est aucunement de la cochonnerie. C'est du gros gaz qui m'a aidé à me remettre de ma course dans la fin de semaine. Puis, ben voilà. Puis, justement, au camp, à ton camp, vous avez les produits Chrono aussi? Ben oui, Chrono sont partenaires du camp cette année. C'est quoi? On a passé à travers, je pense, une dizaine de kilos, 15 kilos de poudre, à peu près 600 gels, 300 barres, parce qu'on fournit tout le monde. Puis justement, les places sont ouvertes. Le camp, là, il y a bien gros du monde qui stresse quand ils sont comme « Ah, c'est le camp d'Antoine Duchesne ». Le camp Atoni qu'on appelle. Vous avez toutes les informations sur antoineduchesne.ca. Mais le camp, là, ce que j'ai voulu faire vraiment, là, c'est offrir une expérience pareille que ce que les pros ont vécu. Donc, pour les gens qui sont fans de vélo puis qui n'ont jamais vécu ça, un camp, peu importe leur niveau, mais veulent vivre une expérience pris en charge totale, comme les pros on faisait, c'est qu'on s'en va dans le même hôtel que j'allais quand j'étais pro, à Calpe, en Espagne. Une prise en charge à la sortie de l'aéroport. On a donné mécanos, on a des masseurs. On va avoir des masseurs, parce que ça va être un ajout cette année, on n'en avait pas. L'an prochain, on va avoir des masseurs. On fournit la bouffe. On a des soirées spéciales. On a plein d'éducation pour ceux que ça l'intéresse. On a la meilleure sommelière d'Espagne qui vient nous voir aussi puis qui nous parle, qui nous fait une dégustation incroyable de vin espagnol. Puis après ça, on a juste du fun. Puis l'idée, là, c'est on a 4 groupes avec 4 vitesses différentes. Il y a deux boucles séparées. C'est qu'il y a une plus longue puis une plus courte par rapport au niveau. C'est si tu veux venir avec ton ami, avec ton conjoint, conjointe, puis il y en a un qui n'est pas à la même vitesse que l'autre, ben c'est pas grave. Tout le monde, à travers les 4 groupes, il y a du plus expérimenté qui veulent vraiment s'entraîner. Puis il y en a qui sont vraiment là pour la plaisance avec une allure vraiment plus modérée. Donc, c'est vraiment pour tout le monde. Il me reste 15 places cette année. Dépêchez-vous. Pas beaucoup. Là, je vais faire 2 semaines. J'ai une semaine de sold out, puis il me reste une deuxième semaine. Les 2 premières semaines d'avril, venez triper, puis vous aurez la chance de goûter à pas mal toute la variété de produits Chrono, qui sont nos fiers partenaires. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Chrono. Et merci le camp, Tony. Inscrivez-vous. Qu'est-ce que vous faites? Venez-vous-en. On va triper. C'est le fun, les camps d'entraînement. Cool. Justement, quand il y a plusieurs groupes, tu peux... C'est ça, tu chill le matin, puis des fois, tu te sépares toute la journée dans ton groupe de ta vitesse, puis... Fait que c'est comme les pros, mais pas nécessairement avec toujours la souffrance du camp d'entraînement pro. Fait que c'est le meilleur des deux mondes. Là. Puis on se retrouve le soir pour le vin puis tout le reste. On prend de la bière, puis on danse même. On a dansé le dernier soir. Ça faisait longtemps que je n'avais pas dansé. Une sorte de photo, là. Ça bouge. Ouais, non. Ah ouais, on fait le party. On est là pour s'amuser. Puis le Tour de France. Ça bouge aussi au Tour de France, oui. Là, ça fait 3 jours qu'on ne s'est pas parlé. Donc, nous avons eu quand même, à notre première journée qu'on ne s'est pas parlé, étape 4, on a eu quand même un gros branle-bas de combat. Puis le maillot jaune a changé de main. Mais je commencerai avec une question, parce qu'on a eu une question de Marie-Soleil sur notre channel YouTube, très intéressante, parce qu'on dit tout le temps, on veut pas se taper le protocole, il veut éviter le protocole d'une soirée quand tu as un maillot de leader, que ce soit
le jaune, le vert, le poids ou le blanc. Peux-tu nous faire là, plus ce que ça implique là, de différent versus une soirée normale pour un coureur au Tour de France quand tu as un maillot de leader? Ben, tu sais, pour un coureur là, un coureur qui finit l'étape et qui n'a pas allé au protocole, il traverse la ligne, il y a le soigneur à la sortie de la ligne, il se fait donner une boisson énergétique, pas une boisson énergétique, mais un jus, de l'eau, boisson de récup, rentre au bus, douche, se change, s'assoit dans son siège, mange la collation, transporté à l'hôtel entre une demi-heure à 1 heure et demie, dépendamment du transfert pour ton hôtel. Tu arrives à l'hôtel, massage, repas, dodo. Puis quand tu as le protocole, ben, tu traverses la ligne. Tout de suite, tant de médias. C'est que là, passe à travers tous les médias. Tu attends ton tour pour aller, blood test automatique. Donc, il faut que tu ailles des fois. Puis là, si tu n'as pas envie, des fois, j'ai déjà fait après une arrivée, surtout il fait très chaud. Justement, aujourd'hui, ça passait au col d'Aspin. Moi, j'avais une arrivée au sommet du col d'Aspin. J'avais été pris au doping control. Puis ça m'a pris 2 heures et demie faire mon pipi. Parce tu dis blood test, mais ça, c'est test sanguin ou tu voulais dire... Ouais, test sanguin, c'est... Les deux? Ouais, je voulais dire doping control. Doping control. Mais ils font les deux, mais là, faut que tu aies envie de pipi, sinon tu peux pas faire cette partie-là. Sinon, tu peux pas faire cette partie-là, puis tu peux pas partir tant que c'est pas réussi. Fait que là, tu rates l'autobus. Tu rates d'office, tu rates l'autobus parce que vu que tu as tout le reste des coureurs, c'est que toi, tu rentres en auto. Déjà, c'est un petit peu moins confortable qu'en autobus. Après ça, tu passes au podium. C'est que tout ça peut prendre entre 1 heure, de 1 à 2 heures quasiment, tout ce protocole-là, à tous les jours. Donc, ça a quand même un impact. Puis, tu es stimulé, tu es à travers les médias, tu attends avec les autres coureurs dans l'autobus de contrôle antidopage. C'est que tu es assis sur une petite chaise à attendre ton tour parce qu'il y a juste 2 toilettes, 2 médecins. C'est qu'on peut pas y aller 10 en même temps. C'est qu'il faut que tu attendes ton tour. Puis, ce protocole-là est quand même long et chiant. Puis, tu sais, pour une soirée ou deux, c'est pas si pire. Hein? C'est ça, tu sais, je veux dire, même que pour un coureur qui a jamais vécu ça puis qui se sent qui est de bonne humeur ce soir-là, ça peut être quand même intéressant. Mais c'est ça, ce qu'on parle, c'est aussi de l'accumulation de imaginez ça pendant 10-15 jours au lieu de pas le vivre, de prendre le maillot jaune à 3 jours de l'arrivée, tu sais, puis tu tapes quasiment jamais ça. Fait que c'est un peu de ça qu'on parlait. Puis le lendemain matin, est-ce qu'il y a quelque chose aussi? Le lendemain matin, ou c'est pas trop différent? Non. Un petit peu plus d'attention médiatique, mais c'est tout. Ouais, mais t'es la dernière équipe à aller signer, puis t'es appelé à la ligne. Mais le matin, ça change pas grand-chose, à part, comme tu dis, un peu plus de buzz autour de toi. Mais clairement, regarde, on était tous Pogacar, peut-être, mais je pense un coureur normal voudrait faire attention à ça, mais clairement, Pogacar, il a fait beaucoup plus de journées protocole que de pas journées protocole dans sa carrière au Tour de France. Mais comme, c'est pas des... Je pense ça se compte sur les doigts. Son premier Tour de France, il a eu le maillot le dernier jour. Mais sinon, il y a eu des maillots en dedans de 2 étapes, il y a un maillot sur le dos à chaque Tour de France. Puis c'est comme ça dans la plupart des courses qu'il fait aussi, pas juste au Tour. Tu sais, quand tu vas au Tour de Suisse, Tour de Romandie cette année. Mais il les a les stats sur les journées qu'il a porté le maillot UAE dans sa carrière. Parce qu'il a été soit champion national, champion du monde, ou un maillot de leader. C'est qu'il y a comme. On pourra retrouver pour le prochain épisode, là, mais il y a une statistique de journée avec un maillot de UAE qui est comme. C'est 10% de sa carrière qu'il a fait avec un maillot insignifiant, si on veut. Oui, exact. Puis, tu sais, là, même s'il était plus champion du monde, il est champion d'Europe aussi. Soit dit en passant. Fait qu'on peut même le déshabiller, puis il y a encore des couleurs. Encore, ils mettent un autre kit. particulière. Ouais, c'est quand même impressionnant. C'est des stats, quand même, qui surpassent tout. Tu sais, comme tu penses en F1, Max Verstappen, je pense qu'il a fait 2 fois qu'il n'a pas fini dans les points ou 4 fois. Tu sais, alors qu'il y a des coureurs qui marquent des points une fois dans leur carrière. En tout cas, ouais, fait que c'est quand même, ça te fait halluciner un peu. Fait que étape 4, tout ça pour dire Pogacar avait le maillot ce matin-là. Puis, on a quand même eu une occasion de le laisser aller dans une immense échappée où presque tout le monde était là. Je pense qu'il y a 2 petites équipes qui l'ont raté, puis les 3 plus grandes formations Decathlon, Visma, UAE l'ont manqué aussi. Puis là, après, il y a eu toute une bataille. Et c'est pas les 40 coureurs qui sont rendus à la fin, mais c'est une étape vraiment, vraiment cool à regarder. Toi, qu'est-ce que tu as remarqué de cette étape-là?
Ce que j'ai remarqué, ben, c'était intéressant de le voir. Puis je pense qu'ils ont bien fait de laisser aller cette échappée-là, UAE, de ne pas contrôler. Ils ont donné une journée de repos à l'équipe. Puis à lui, il fait très chaud. Les journées ont été taxantes. Son équipe a travaillé fort. Il savait que le lendemain, c'était sprint. C'est que ça leur permettait d'avoir un 2 jours plus relax avant la grosse étape qu'il y a eu aujourd'hui. Puis derrière, je pense qu'il y a beaucoup d'équipes qui se doutaient de ça. C'est qu'il y a eu une énorme bagarre, une échappée d'une trentaine de coureurs avec des coureurs costauds. Après ça, il y a eu une course à l'intérieur de la course. Il y a eu, dans l'échappée, il y a eu du monde qui ont... Justement, souvent, les grandes échappées, c'est pas agréable parce que il y a des équipes qui sont 2, 3, 4 coureurs, des coureurs qui sont toutes seules. C'est qu'il y a souvent une cohésion qui est très mauvaise. Il n'y a vraiment pas une bonne cohésion. C'est comme une course régionale un peu, là. Mais que tout le monde un peu, là. Ouais. Exact. Avec le style loterie aussi, puis là, il y a des gars là-dedans. Là, finalement, Thorsten Train, là, que j'apprends encore à dire son nom depuis le Tour d'Espagne l'année passée. Train. C'est ça, on en a... il y a eu un peu le même scénario. Fait qu'il a été un heureux élu de ces coureurs-là extrêmement forts qui finissent 20, 30, 40e des grands tours, des classements généraux en général sur des courses pro. Mais on les connaît pas beaucoup, on les voit jamais parce que quand on regarde dans un long col, une journée difficile même comme aujourd'hui, il reste tout le temps 15-20 gars, puis souvent c'est des gars qui se font larguer juste un petit peu avant ça, puis ils gèrent à l'arrière, puis ils perdent pas énormément de temps. Très fort. Ouais. Aujourd'hui, on l'a vu dans le Tourmalet, on le voyait parce qu'il y avait le jaune, puis il y avait beaucoup d'attention sur lui, mais c'était une performance typique de sa part. Ben là, pour revenir à 2 jours précédemment, il était dans cette échappée-là, puis il était un peu nonchalant à un certain moment, mais je pense qu'à un moment donné, ils lui ont dit, au-delà il se faisait toujours dire de boire et de manger, comme tu dis, il faisait chaud. Mais à un certain moment, ils ont dit là, c'est tes maillots jaunes virtuels, tu as des chances de pas te faire reprendre. Je pense qu'il y avait peut-être 6 minutes de retard, je pense, au classement général. Puis là, il y avait le maillot par 1 minute, mais finalement, le peloton s'est relevé vers la fin. Fait qu'il a pris le maillot jaune par 7 minutes. Puis ça aussi, faisant que lui, il faisait comme un homme de plus, je pense, pour Trek, parce qu'il roulait aussi. Tu sais, Trek avait, vers la fin, quand toute cette espèce de course régionale-là avait éclaté, puis qu'on avait un groupe final un peu de 10 gars, t'avais 3 coureurs de Trek, dont Mads Pedersen, l'énorme favori, qui avait survécu à toutes les montées de ce parcours-là. Puis t'avais, comment il s'appelle, Matthias Vacek, son jeune champion de Tchécoslovaquie, ou de... je sais plus quel pays. Tchécoslovaquie, c'est ça. Ouais, c'est ça. Puis... quel autre coureur aussi qui était là? Excuse-moi, j'ai un blanc. Quinn Simmons. Ouais, ben oui, qui d'autre? Fait que ouais, il y avait tous pas le même maillot finalement, tous ces gars-là. Ouais, c'est ça. Et ça vient mêler. Fait que Train aussi, qui est même pas dans leur équipe, lui avait intérêt à ce que ça roule, que ça niaise pas trop, qu'il n'y ait pas de 1 minute à 60 km/h, 4 minutes à 37 km/h. Fait qu'il y avait un rythme soutenu. Puis ça empêchait un peu les autres de se sauver aussi. Trek ont fait une grosse job. Je vous rappelle qu'il y a toujours 2 façons de suivre les contenus de KO Sport, soit en s'abonnant au ko-sport.tv. Vous avez droit à différentes primeurs, des offres spéciales, des rencontres avec les animateurs de la station. Sinon, vous pouvez toujours nous suivre sur YouTube. Alors, abonnez-vous à notre chaîne. À bientôt! C'était quand même... sérieux, là, parenthèse, là, Trek, là, c'est un travail textbook à la perfection. C'est sûr qu'il y avait des coureurs forts, mais la gestion qu'ils ont faite, je pense que les 3 étaient en force de gagner l'échappée, de gagner la course. Mads étant de loin le plus rapide. On a vu là, Movistar, c'est que là, quand tu es pris dans une situation comme ça et tu es un autre coureur, tu sais assurément que tu es battu. C'est impossible de le battre, Peterson, au sprint quand tu es un... Mettons, si un coureur comme moi avait été dans l'échappée ou tous les autres coureurs qui étaient là, qui ont une pointe de vitesse par rapport à un sprinter qui gagne des sprints de peloton, c'est comme impossible. Ça n'a rien à voir. Donc, tout le monde a essayé d'attaquer. On a vu Movistar faire des quinzaines d'attaques. Faire des Movistar. Faire des Movistar. Puis... mais Quinn, avec un coureur comme Simmons puis comme Vacek, ça devient impossible. Les gars étaient tellement forts. C'est que tout ce qu'ils faisaient, c'est rouler fort pour ramener toutes les échappées. Puis ils ont amené Peterson sur un plateau d'argent. Là. Ouais. Que tu ramènes des échappées puis tu maintiens un rythme aussi qui donne moins le goût d'attaquer. Là, des fois, c'est ça l'idée. Puis tu fais bien de le souligner parce que c'est pas acquis. Quand tu as 3 coureurs forts comme ça avec certains égaux, je pense notamment à Quinn Simmons, je pense qu'il essaie d'en décrocher une depuis un bon moment. C'est ces 2 gars-là qui viennent de gagner leur championnat national puis sont dans une échappée au Tour de France. Clairement, sont en forme, sont
hyper bien. Ouais. Mais quand même, de se rallier derrière le plus fort, c'est textbook, c'est un bel exemple. Parce qu'on le voit, des fois, ça le fait pas. Hein, ça marche pas dans d'autres situations. Non, mais Donc, ça aurait été, chapeau à c'était surprenant parce que tu te dis Peterson, il a gagné beaucoup de courses dans sa carrière, il a été champion du monde, il a déjà gagné au maillot, il a déjà gagné au tour, je pense qu'il a même déjà porté le maillot jaune. Donc, Ouais. Puis le vert. tu te dis un coureur comme Vacek qui est capable de gagner ou Simmons qui n'ont jamais réussi à avoir de victoire. On aurait pu penser justement, moi je m'attendais peut-être voir une attaque de Simmons pour créer un peu la confusion avec Peterson qui est vite au sprint, qui roule plus. Ça aurait quand même pu être une manière de laisser gagner Quinn. Je suis surpris de ne pas avoir vu ça de la part, mettons, de Peterson, de laisser aller parce que Quinn il avait clairement la force d'attaquer. Fait qu'il aurait pu juste un moment donné faire une attaque. Je pense qu'il aurait pu sortir, puis à la seconde qu'il réussit à faire un petit gap, ben là, il n'y a plus personne qui va rouler avec Peterson puis Vacek dans l'échappée. Ça aurait pu condamner un peu l'échappée puis faire gagner Quinn Simmons. Moi, je m'attendais à voir un coup comme ça, mais tu as vu toute l'équipe à 100% se dédier. Le plan de match, c'était de faire gagner Matt Peterson, d'aller chercher le maximum de points pour le maillot vert, puis c'est ça que l'équipe a fait. Fait que vraiment un travail d'équipe incroyable. Peut-être la semaine prochaine pour Quinn Simmons ou l'autre semaine d'après. Puis j'ai aussi beaucoup aimé quand même Kevin Vauquelin, qui est un batailleur, qui a essayé jusqu'à la fin, qui a un début de Tour de France difficile. 7e du Tour l'an passé au classement général. Puis je pense qu'il est moins là cette année, mais là, je pense qu'il a déjà guéri. Là. Il y a eu un petit souci là, au début du Tour. Et quand il était dans cette échappée-là, il s'est un peu fait larguer, il est resté en contact. Puis à un peu moins d'1 kilomètre, il essaye de faire le dernier virage quand même à fond. Puis c'est quand même, c'est le fun de voir des gars qui essayent quand même parce qu'ils savaient qu'il allait se faire défoncer par Pedersen. Mais il dit qu'il est rentré un peu trop vite dans le virage aussi, fait qu'il a jamais vraiment pu surprendre personne. De toute façon. Ouais. Mais c'est quand même cool de voir des gars qui essayent. Ben, 100%. Quand tu sais que t'es battu, puis t'as pas essayé, c'est dommage. Ils ont essayé, l'équipe était plus forte, ils ont tous été battus par plus fort, mais je pense que la plupart qui avaient peut-être des chances ont tous essayé quelque chose. C'est que ça a fait vraiment une belle course. Puis c'est ça qu'on parlait au début dans notre premier épisode. Il va y avoir beaucoup d'étapes qui sont propices à ce genre de journée. Puis moi, c'est des journées que je trouve vraiment excitantes à regarder. Justement, ça te permet de découvrir des nouveaux coureurs. Ça fait une course avec du mouvement. Puis jusqu'à la fin, tu le sais pas. Quand Vacek est sorti avec, je me souviens plus, c'était-tu Tratnik, sont sortis pendant longtemps. Ils ont fait une quarantaine de kilomètres. Oui. Ça a permis justement à Quinn puis Mads d'avoir une free ride vu que lui était à l'avant. C'était vraiment une gestion de course parfaite de leur part. Ouais, puis dans les bosses aussi, ils faisaient un faux train. Là. Des fois, Trek était en avant, même si Pedersen, il se faisait presque larguer. Ouais. En mettant un petit rythme que tu sais que Pedersen ne se fera pas exploser. C'est brillant, ça aussi. Au-delà de tout ce qui a été fait sur le plat. Fait que là, il y avait un peu... Moi, j'ai reçu une question. Est-ce que c'est trop donner 8 minutes à un coureur comme Train? Puis je me disais non. Puis ça m'a fait replonger un peu la nostalgie de certaines échappées fleuves qu'on a vues. Un peu pour relativiser, 8 minutes sur un coureur comme ça, c'est pas tant. Là, je veux dire, on a vu, je pense, 2001, François Simon qui s'est fait donner 30 minutes avec Stuart O'Grady aussi qui avait pris le maillot jaune au début, mais qui était moins fort. Finalement, François Simon finit 7e de ce Tour de France-là, mais c'était à Pontarlier, je pense. C'est ça. Je veux dire, on parle d'un écart 3-4 fois plus grand que ce qu'on a vu dans l'étape 4. Mais les favoris du classement général et surtout leurs directeurs dans les voitures savent très bien les potentiels des coureurs qui sont dans les échappées, puis ils gèrent ça. Puis moi, je pense que c'était plus à les avantager plus qu'autre chose de un peu laisser le maillot jaune. Je pense qu'ils auraient même aimé que Train le garde au-delà du Tourmalet, mais finalement, ils sont trop forts. Fait que... je pense qu'UAE s'attendent à gagner sur le deuxième avec 5 minutes, 6 minutes. Ça fait que 7 minutes sur un coureur comme Train. Le dixième va être à 30 minutes cette année, le minimum. C'est ça. Donc, mais ce qu'il faut plus surveiller, puis ce qui arrive quasiment jamais, et qui m'amène une anecdote intéressante, c'est Pereiro en 2006, là, qui avait gagné une étape du Tour de France en montagne l'année d'avant. Ça fait 2 ans qu'il finissait 10e du Tour. Puis là, il avait perdu 30 minutes au début du Tour 2006. Mais ils l'ont laissé partir d'une échappée vers la deuxième tiers du Tour de France. Là. Ouais. Une grosse échappée qui a pris 30 minutes aussi, mais là, ça l'a mis en jaune à genre 1 ou 2 minutes devant Floyd Landis. Mais là, encore là, c'était pas si inquiétant parce que Landis était quand même le plus fort. Et finalement, Landis reprend le jaune, craque,
Perrault reprend le maillot jaune. Yep. Le lendemain, Landis boit la testostérone. Excuse-moi, il boit du whisky. Non, un scotch. C'est ça, je me mélange avec ses documents de défense, là, parce que, en tout cas, Oui, vous allez c'est voir. ça. Fait que finalement, il se claque plein de shooters de Jack Daniels le soir, puis le lendemain, il reprend full de temps à Perreiro. 5 minutes. Il gagne le Tour Avec, de France. Fait que, avec puis Linus finalement- Gardeman dans sa roue, man. Oui, qui a jamais pris un relais, qui s'est fait larguer. Ou Patrick Zinkevitz, hein, je sais plus. Un T-Mobile, là, un rose. Puis Ouais. finalement, Landis se fait disqualifier du tour pour taux de testostérone trop élevé. Prétendument parce qu'il avait trop bu de whisky. En tout cas, c'est juste pour rire. Mais finalement, Perreiro a gagné le Tour de France avec une échappée de ce genre-là. Fait que... Il aurait probablement jamais fini encore top trop 10, sous-estimé. mais Oui, ben oui. Ben, tu sais, ce coureur-là est allé dans l'échappée pour se replacer puis faire son classement général, tu sais. Faire son top 10 comme d'habitude, puis signer son contrat. Mais finalement, il a ouais, gagné le Tour comme de France. Ben O'Connor il y a 2 ans à la Vuelta, c'est ça qui est arrivé. Ouais, Il y a eu une exactement. grosse échappée, ils l'ont laissé justement parce qu'il est beaucoup irrégulier, puis ça a quand même fait que c'est un coureur qui est en forme. Il a gardé le maillot jaune pendant quasiment 2 semaines, Ouais, oui, il y a eu puis le rouge il a presque fini sur le jusqu'à la fin. podium. Il a fini sur le podium à l'arrivée, donc des fois, ça donne des bonnes opportunités pour ces coureurs-là. Puis c'est pour ça, tu sais, des fois, on se fait poser la question, pourquoi ils vont dans les échappées? Ça se fait toujours reprendre. Puis la réponse, c'est non. Puis, t'as beau avoir, tu sais, personne, avant-hier, c'était une échappée, c'était une course propice à une échappée. Ouais. Mais personne s'attendait à ce que ça se rende avec 12 minutes. C'est que tu sais jamais. Il faut toujours que tu prennes une chance. Puis c'est pour ça qu'ils continuent d'avoir des échappées. Puis c'est pour ça que tu essayes parce que tu sais pas ce qui peut arriver d'une course. Peu importe le plan de match qui a été mis, il suffit qu'une équipe ait un plan de match différent de ce que tu avais pensé. Puis voilà. Le T'es tour peut-être est en joué. jaune. Mais le lendemain, par contre, partir en échappée, ça, c'était une autre histoire. Donc, étape 5. Donc, j'avais Ouais, mais on a parlé. parlé de Weistroffer, moi, dans l'épisode précédent. Je trouvais qu'il faisait pitié parce que Ouais, c'était un avec, baroudeur Denis. super hot. C'est l'homme du moment pour les échappées sans queue ni tête, ni queue ni tête. Ouais. Puis, mais il est quand même solide. Puis je pense qu'on va le revoir. Mais là, finalement, il part en échappée, mais en avant. Parce que comme il le dit lui-même aussi, ça faisait déjà, c'était sa troisième journée dans le vent au Tour de France. Mais cette fois-ci, il était devant le peloton au lieu d'être derrière. Parti sur le gun. Puis je pense que beaucoup d'analystes l'avaient vu faire ça. Puis, mais j'aurais aimé ça que quelques coureurs soient avec lui aussi. Mais en tout cas, c'est le fun pour lui. Mais j'ai aimé aussi son discours de je suis français, c'est important. Ouais. La France, puis au les départ, gens sur mais le bord son- de la route, c'était hot. Son entrevue avec ses lunettes puis son petit chapeau qui est comme aujourd'hui ça me convient, je vais y aller, le gaz au fond, une affaire de même. Ouais, il avait l'air d'un gars qui cool allait de voir chercher des des coureurs roches là, avec, dans un fossé. Là. Ah ouais. Avec un peu de personnalité puis justement qui donne un discours différent puis tu sais hier moi, Chloé elle voyait ça sur la TV puis comme pourquoi il fait ça, mais tu sais je pense qu'il y a énormément beaucoup de coureurs, de personnes qui ne le connaissaient pas hier. Là, il y a eu 140 kilos de prime time sur la TV internationale. Tu sais, ça fait c'est une belle manière de faire parler de toi. Puis à un moment donné, justement, tu m'écrivais ouf, je suis content de ne pas être commentateur aujourd'hui puis de parler de. Mais tu sais, à un moment donné, tu cherches puis tu sors le palmarès des 10 dernières années puis de tout ce qu'il fait. Puis tu vas Ouais, fouiller pour tu parler de t'arranges. ce coureur-là. Fait que c'est une belle. C'est un coureur aujourd'hui qui a été connu, puis c'est aussi à ça que ça sert. On a parlé d'Intermarché. Après, c'est des cartouches que tu. Tu sais, quand t'es pas sûr, quand tu sais pas, t'as fait. Tu sais, si t'as pas fait beaucoup de grands tours dans ta carrière, faire une journée comme ça, la veille d'une étape comme aujourd'hui, sur une fin de grand tour qui va être difficile, il faut que tu sois sûr de tes canettes, de gaspiller une journée pour dire je vais prendre la TV parce que tu peux quand même payer le prix là, d'une journée. On a vu ses stats, 320 watts de moyenne pendant 4 heures. Ce matin, il devait avoir les cuisses qui brûlaient. Là. Ouais, puis en plus, mais il devait être confiant de ses capacités parce que, comme je disais, ça fait 3 jours qu'il fait ça. Finalement, on l'a pas vu, mais Ouais. tu sais, il roulait pour Arnaud Delis, fait qu'il devait voir qu'il récupère bien. Mais ouais, ça peut faire mal plus tard. Même Van Der Poel l'an passé, après son échappée pour faire plaisir à son ami, là, pour qu'il aille sur le podium. Là, Jonas Ricard, Ouais. là, tu sais, il a comme pogné une pneumonie puis il est sorti du tour. Tu sais. C'était pas la seule chose qu'il a Ouais, faite mais durant quand cette tu semaine-là. vides- Mais Quand ouais, tu c'est vides comme ça, c'est des cartouches, c'est des balles que tu tires un peu dans l'eau. Là. ils reviennent pas. Mais ouais, c'est je ça. pense Ben, que puis nous, c'est Hier, dur à hier, comprendre. Hein? Ouais, oui, le sprint, vas-y. hier, on va parler le sprint. Non, non, Ouais, qu'est-ce tout que ça que- veut dire, qu'est-ce qui est dur à comprendre? Qu'est-ce qui est dur à comprendre parfois pour les sponsors? Nous, on est nord-américains, avec les sponsors, on les connaît toutes pas. Tu sais, moi, j'irais pas m'acheter. Ça m'a pas stimulé le goût d'aller m'acheter un billet de loto belge parce que j'ai vu Weistroffer toute la journée en avant. Mais il faut comprendre que c'est un contexte différent. Parce Ouais. qu'en Europe, c'est des gros
des gros annonceurs, puis ça a une valeur publicitaire énorme d'avoir tout ce temps de télévision-là, quand tu sais comment ça coûte 30 secondes de pub à la télé, là. Surtout dans des événements beaucoup suivis comme ça. Donc, il y a cette game-là en arrière aussi. Mais tu sais, même les vélos hors BA, tu sais, on en a ici. Fait que c'est pas mauvais pour la visibilité. Puis à la fin de l'année, l'équipe qui arrive pour renouveler ses sponsors dit, gars, moi, j'ai passé tant de temps prime time, tu sais. J'ai du prime time. Ouais. C'est pas mauvais. Il y a un contexte commercial aussi à ça. Fait que oui, le sprint, c'était le premier sprint du Tour de France au 5e jour. C'est quand même assez rare. On en parle souvent que maintenant, les grands tours peuvent amener ce genre de configuration-là. Puis ça paraissait que c'était le premier sprint. Je dirais. Oui, parce que il y a personne qui le sait, tu sais, t'as vite une hiérarchie. À chaque grand tour, il y a un sprinter qui gagne 3 étapes. Ouais. T'en as tout le temps un peu parce que justement, rapidement, quand tu as eu ta première victoire, le monde voit que tu es fort, puis là, tu prends confiance, tu es plus respecté, ton train, tu sais, le monde se bat dans ta roue au lieu de toi de te battre dans l'heure, c'est que tu gaspilles moins d'énergie, puis ça fait en sorte que les étoiles s'alignent. Premier sprint, personne ne le sait. Il y a eu à part des sprints intermédiaires. Qui va gagner 2-3 étapes, c'est ça? Non. C'est que c'était un sprint assez chaotique. Justement, une grosse chute avant les 5 km qui a impacté beaucoup de coureurs du classement général. Il y a eu peu de pièges. Dans le fond, ils étaient tous pris dedans. Tous les coureurs du classement général ont été pris dedans. C'est que ça a fait un petit peloton vers l'arrivée, puis beaucoup de désorganisation. Moi, ce que j'ai retenu, c'est vraiment Astana qui ont été l'équipe de l'heure avec... qui ont réussi à avoir tous les coureurs à l'avant jusqu'aux 200 mètres. Puis finalement, Olaf Koy, le premier sprinter depuis quasiment 25 ans. Première fois qu'AG2R gagne un sprint depuis 25 ans. C'est très bon pour eux. On se demandait, Olaf Koy a eu une saison difficile avec des blessures et des maladies. Fait que de revenir et gagner une étape là, au Tour de France, c'est génial. Là. Puis tout seul, puis le commentateur, tu sais, parce que son Cesbol, son seul autre coéquipier comme quand même rouleur, Benoît aussi qui est comme passe-partout, là, mais Bol n'aurait jamais réussi à se replacer. Il était comme derrière Koy. Il était juste 2 places derrière lui. Ouais. C'est ça, fait que ça a pas bien été pour eux, mais puis tu sais, même, c'est ça que j'allais dire, le commentateur, il disait que quand Koy est parti, il part quand même tôt, mais finalement, il les a vraiment ajustés, là, c'est-à-dire qu'il a fait un gap tout de suite, puis il est resté là. Tu sais, on voyait Pedersen, Germay, même Philipsen, était toujours un peu loin, mais on réussit, à 200 mètres, moi je trouve qu'il était pas si loin que ça, il avait tout réussi à se replacer, mais Koy a été solide, je pense qu'on sous-estime à quel point il a été solide de toutes les garder aussi loin, même si... Parce que lui était bien placé, mais il a tout fait ça tout seul. Ça a dû coûter des efforts aussi. Là. Fait que c'est impressionnant. On l'a vu souvent se mettre le nez dans le vent. Mais il y a eu un timing parfait. On a vu justement, des fois, partir de loin, ça te fait un long sprint, mais si tu es capable d'avoir le petit effet de surprise puis la lancer, parce qu'on a vu celui le lead-out man d'Astana était en train il commençait à ralentir. Ça fait que ça a permis ce petit temps de remous-là qui a surpris tout le monde. Lui, il a réussi à garder la vitesse puis de lancer son sprint à pleine vitesse avant que le coureur d'Astana un peu ralentisse, est en bout de relais. Donc, ça lui a permis de prendre comme le vélo d'avance. Puis après ça, il a réussi à produire un sprint excellent. Ouais, effectivement. Un peu comme quand Cavendish a finalement gagné sa 35e victoire, ou 36e. En tout cas, quand il a battu le record d'Eddy Merckx il y a 2 ans. C'était un peu ça aussi, ça a temporisé, puis il est parti. Fait que, c'est incroyable. Penses-tu que ça enlève un peu de pression? Tu as dit AG2R, tellement ça fait tellement longtemps qu'on n'a pas gagné cette équipe-là, là, qui a été rachetée par Decathlon. Puis fait que ça enlève-tu un peu de pression à Paul Sexas, d'une certaine façon, au niveau de l'équipe à l'interne? Je dis pas qu'il lui en mette, mais tu sais. Je veux dire, de gagner une étape pour une équipe au Tour de France, c'est extraordinaire. C'est sûr que oui. Après, tu sais, je pense que l'équipe ont tellement pas parlé de l'AFCA. Je pense que tout le monde... Je pense que il y a juste nous qui en a parlé dans nos prédictions, je pense. Il y a tellement de buzz autour de Sexas que la victoire de pour Decathlon, l'équipe française, la victoire de l'AFCA. On a même j'ai vu un clip du podcast de Lance Armstrong qui check ça, puis ça finit, c'est comme « Who the fuck is l'AFCA? » L'AFCA est un très très bon sprinter depuis quelques années, qui a gagné des victoires au Giro, il a gagné des victoires sur Paris-Nice. C'est un sprinter qu'on voit gagner beaucoup de courses depuis 2-3 ans, qui était chez Visma. Donc, c'est pas une surprise de le voir gagner, mais je pense pour Decathlon, VGM, PTDM, WX, ils sont... je pourrais même pas dire c'est quoi pour vrai. CGA. Je pense que
ce qu'ils veulent, c'est Sexas. Là. Puis venons-en à Sexas. Ouais. Aujourd'hui, L'étape 6. étape 6, Tourmalet, Aspin-Tourmalet, puis Gaverrière, Gravière. Grosse étape. J'ai été semence, là. Ouais, je sais pas c'est quoi le nom de l'arrivée. Ah, je l'ai là. Gavarnie-Gèdre. Ouais, voilà. Gavarnie-Gèdre. C'est ça. Venons-en à ça. Ouais, beau bordel, il faisait chaud, protocole de chaleur extrême. Moi, j'ai vu, en commençant à regarder ça du coin de là, Dan Bull qui vomissait, genre 75 kilos de la ligne. C'est ma première image du jour que j'ai vue. Fait que c'était pas facile. Ben O'Connor, justement, parlait de lui tantôt, qui aurait eu un beau potentiel d'attaquant sur cette journée-là. Personne n'avait le droit de sortir. Même UAE, il disait... Même avant ça... Avant ça, oui, il y a eu d'autres groupes aussi, oui. Mais j'ai ouvert au kilomètre, tu sais, j'essaie tout le temps en déjeunage, moi je me fais le kilomètre zéro, puis il n'y a pas eu une énorme bagarre, je dirais. On a vu UAE bien contrôlé. Peterson, on a vu Kapenhardt, premier attaquant, il est sorti comme une balle à voiture jaune. On voyait que la tactique était peut-être d'essayer d'envoyer Kapenhardt qui puisse passer le Tourmalet et servir de relais, vu que le dernier col était somewhat assez roulant. C'est que d'avoir eu peut-être un Kapenhardt en relais pour essayer de faire un peu comme Van Aert a fait au Tour d'Italie l'an dernier. Là, je pense ça aurait servi à Vingegaard d'ailleurs plus tard, oui. C'était une très bonne idée, mais malheureusement, le peloton en a décidé autrement. Je pense d'avoir Peterson à l'avant qui voulait aller chercher les points. On a eu, il y a eu des équipes de sprinteurs qui ont essayé de rouler dessus, puis qui ne voulaient pas, malheureusement, ils n'ont pas réussi à les contrôler. Peterson va prendre les 35 points. Puis rapidement après ça, le peloton... le peloton s'est mis à rouler. Il y a eu quelques tentatives d'attaque, de relancer. Ben O'Connor est sorti, malheureusement, tout seul. Et après ça, UAE, on a vu clairement leur tactique. Là. Ils ont mis en mode rouleau compresseur dès l'Aspin. Ça roulait très vite. Puis l'Aspin qui est un col régulier, difficile, c'est à peu près 30 minutes de montée pour aborder au Tourmalet. Ce combo-là est à peu près tout le temps. À chaque fois qu'il y a le Tourmalet, il y a l'Aspin juste avant ou juste après. Mais c'est comme Télégraphe Galibier un peu. Là. C'est comme Télégraphe Galibier. Donc, on a vu un Tourmalet asphyxié par Brendan McNulty qui a fait exploser tout le monde. Ensuite, Adam Yates, ça a été vraiment un fusée à étage de la UAE comme on connaît. Del Toro a lancé Pogacar, sont partis les deux. Là, j'étais comme, oh my god, Del Toro, Pogacar 1 et 2. Mais rapidement, Pogacar, il a vu Del Toro, puis il était comme, tu roules pas, mon chum, faut que je vais y aller toute seule. Ouais, puis il a dit sur le rouleau après l'étape, il dit, t'es trop parti fort. C'était comme un genre de petit conseil. Il dit que parfois, il réussit à donner de rares conseils. Peut-être la prochaine fois, Del Toro va être plus pacé un peu, puis peut-être ça l'aurait aidé aussi pour lui-même pour s'accrocher à Vingegaard, parce que moi j'ai parié sur lui pour la deuxième place du Tour. Donc, il aurait pu faire juste un train. Ouais, c'est ça. Ouais, il aurait pu faire un train rapide, puis peut-être il aurait pu faire péter Vingegaard, puis Sexas quand même, ou se retrouver les trois avec Vingegaard, puis ça aurait pu être intéressant, mais bon. Ben, c'est facile à dire, c'est ça, c'est son premier Tour de France, il est super fort, il se sent bien, fait qu'il veut toutes les assommer, je le comprends aussi. Ouais, c'est ça. Fait que peut-être, mais pour la suite des choses, ça se pourrait qu'on voit quelque chose de similaire à ce qu'on vient de dire, là. Parce qu'on sait qu'ils s'en sont parlé déjà. Puis, des surprises? Y a-tu eu des surprises? Ben, toi, t'avais l'air de vouloir parler de ça. Vas-y. Moi, j'ai pas été surpris. Un peu de Remco, mais vas-y. Non, mais moi, quand je t'ai dit il y a des surprises, c'était un peu une blague tantôt avant de commencer l'enregistrement. Non, vraiment, pas de surprise. On a vu un peu exactement ce qu'on s'attendait. Tu regardes le top 6. On a vu Remco craquer un peu. On a vu Ayuso craquer un peu. Tout le monde a réussi à se retrouver. Belle performance de Sexas, je pense qu'il est très bien géré. On voit qu'il y a quand même une belle homogénéité pour le top 6, 7, 10. Belle performance de Martinez. Mais il va y avoir une belle bataille. Je pense qu'il n'y a pas des énormes écarts dans le reste du groupe. Mais Pogacar, c'est assez déconcertant. Encore le mettre quasiment 3 minutes à Vingegaard, puis le reste du groupe tout seul.
comme un grand garçon. Prendre du temps dans la descente aussi. En plus de... Puis c'était beau. Ça aide pas non plus. C'était incroyable de voir, tu sais, Vingegaard, il a pas réussi à suivre l'attaque de Del Toro. Il a géré. Il a réussi à rester très près de Pogacar, 6-7 secondes pendant 1 kilomètre, 1,5 kilomètre. Mais il faut se rappeler, le sommet du Tourmalet, c'est raide, il y a du vent. On ressent l'altitude. Puis là, on l'a vu là, être en contrôle, revenir. Puis là, on l'a vu complètement se décomposer là, quand il arrive dans les lacets dans les derniers 2 kilomètres. Puis c'est tout le temps là. Pogacar, les plus forts réussissent à s'accrocher une fois, mais il est capable de maintenir un effort pendant une demi-heure que ce que les autres meilleurs sont capables pendant 5 minutes. Tu sais, c'est ça qui est Sur ces 2 kilomètres-là, incroyable. Vingegaard s'est fait mettre un peu plus que 20 secondes, alors qu'il perdait 0 secondes depuis un certain temps. Ouais. Fait que, ça c'est vraiment... Mais il a été solide quand même, puis ça paraissait, avant que ça commence, tout ça, tu sais, dans la première moitié du Tourmalet, Pogacar, Vingegaard avait l'air frais, là, tout le monde commençait à avoir de la misère. Fait que Vingegaard était déçu, je pense qu'il se sentait bien, mais c'est ça, c'est juste un autre niveau. Puis finalement, être tout seul comme ça, c'est pas le top descendeur du peloton. C'est juste, ils sont tous très bons. Vingegaard est bon descendeur, mais quand même un gros groupe derrière lui qui revenait, puis il se fait creuser du temps par Pogacar dans tout ce qui est descente aussi. Il roule tout seul, ça va avoir coûté des cartouches aussi. Puis là, à l'arrière, il y avait Remco qui essayait de rallier tout le monde, qui était un peu agressif. C'est toujours ouais, mais je comprends, tu sais. Il a vraiment bien roulé, puis là, il est dans un groupe avec, à part Del Toro, tout le monde aurait mérité, tout le monde se devait travailler. Tout le monde a intérêt, oui. Sont tous à la même place, le podium est en jeu, sont sur le point de rattraper Jonas. Finalement, ils l'ont pas rattrapé. Si tu avais eu une belle collaboration, je pense qu'il était capable de rattraper Jonas. J'ai pensé ça pendant une demi-heure. Puis là, tu as la deuxième place. Il laisse 20 secondes à Jonas. Si tu es un Ayuso, il va falloir travailler fort pour aller le chercher. Tu ne reverras jamais. Ouais, c'est ça. Moi, je trouve ça, j'ai trouvé ça dommage. Tu sais, justement, des fois, on va lancer la pierre à Remco. Il chiale encore, mais il avait parfaitement raison. Là, justement, il n'y a pas la giclette puis les accélérations des purs grimpeurs, mais il s'écrase pas, là, tu sais, à part s'il y a vraiment s'il est pas bien. Mais tu sais, quand les attaques de Pogacar, Vingegaard, il les suit pas, mais il s'écrase vraiment pas. Puis il est souvent capable de revenir dans le plat. C'est un rouleur incroyable. Il se met à son pace, puis il ne perdra jamais. Donc, chapeau, je lui lève mon chapeau. Il a vraiment sauvé son Tour de France aujourd'hui. Je veux dire, aujourd'hui et la dernière journée avant Paris, c'est les deux moments peut-être qui étaient un petit peu plus craintifs pour lui. Mais là, il a traversé aujourd'hui, puis il est à 3h30 de Pogacar. Il est à moins d'une minute de la deuxième place, finalement. Fait qu'il est quand même vraiment dans le coup pour faire le podium du Tour. Puis, parce que tout le reste, il y a plein d'autres montées, je le sais, mais je veux dire, Remco est capable de passer partout là, dans ces endroits-là. C'est vraiment juste en haute montagne parfois qu'il est un petit peu plus critiqué avec raison. Fait que c'est le fun pour lui, là, puis c'est le fun de voir ça. Puis, oui, il avait raison de dire ça. Puis je trouve que les autres concurrents, c'est sûr que tout le monde est extrêmement fatigué. Il faisait chaud, c'était dur la montée. Puis il y a ça aussi qui aide pas à vouloir aller en avant, prendre des relais. C'est leur travail, puis il aurait dû le faire. Puis finalement, Paul Sexas, lui, s'est mis à rouler, entre autres, là, même si Remco, il donnait des coups de tête dans la montée du Tourmalet. Il est tout en train de l'écœurer un peu. Il expliquait dans une entrevue aussi que l'automne passé, lui, il disait de se pacer mieux au championnat d'Europe. Puis c'est comme un genre de petits conseils semi-intimidants, là, en tout cas. Ouais, pas demander. Là, des conseils pas réclamés. Du mansplaining. Non sollicité. Fait que là, je voyais qu'il donnait un petit coup de tête dans la montée entre deux tunnels là, pour dire c'est ma ligne, là, comme un sprint. Là. C'était quand même. Fait que tu vois qu'il y a comme une mental game qui se joue constamment là, quand tu portes attention. Ben oui. Les gars parce que c'est tellement tough. Le général, là, les gars, ils se poussent à tous les jours. À la limite, là, ils se vident. Là, ces étapes-là, ils se vident jusqu'à l'arrivée. Chaque seconde compte. Puis ça doit tellement être dur. En équipier, les équipiers, tu travailles fort. Mais un moment donné, quand ta job est finie, OK, tu prends le groupetto, tu prends ton groupe, tu forces aussi, à moins que tu sois vraiment pas capable de monter les cols. Les sprinteurs, ils se battent pour leur vie toute la journée, mais mettons, les équipiers mid-range, là, tu fais ton travail, puis une fois que tu n'es plus capable de sortir, de tenir le groupe, tu te relèves, puis tu n'es pas complètement mort. Tu trouves un groupe, tu finis ta journée
tranquille, Un leader ne du fait pas mieux ça. que tu peux. Les leaders, jamais qui se relèvent. Jamais, 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 jamais. Puis oui, ils sont plus forts, mais ils se vident. C'est impressionnant. C'est vraiment top. Fait que peut-être aussi moi, que les gars, ils lève roulaient quand même pas mon full. chapeau. Les gars qui roulaient pas full à Gremco, peut-être craignaient que Del Toro, lui, était sur le siège passager. Il avait pas à rouler. Peut-être qu'il craignait qu'il allait les piner à 1 km de la ligne. C'est un peu ce qui est arrivé, mais à 400 mètres. Il a sprinté pour la 3e place de l'étape. Mais il a pas quitté le groupe. Il a pas fait d'écart. Non, Parce non, que il a eux se peut-être pris une battent contre seconde. Del Toro aussi. Peut-être qu'il y avait ça. En tout Ouais. cas, on va voir les entrevues un peu plus tard. Mais non, moi, je suis quand même... c'est sûr que Pogacar a assommé tout le monde, mais je veux dire, c'est pas réglé pour moi. Puis on a déjà vu Vingegaard casser Pogacar qui avait le maillot jaune dans la 3e semaine il y a 2-3 ans. Ouais. C'était Non, un non, scénario comme ça, 2022. Là. C'est jamais fini. c'est C'est pas fini, mais Il est bien, Vingegaard. aujourd'hui, il a pas ramassé le jaune sur une petite côte un peu plus explosive, puis qui est allé chercher une coupe de secondes. Là. L'étape de Calbit-Maid, il lui met 3 minutes à tout le monde, Ouais, tout je sais seul. bien. C'est de toute façon, il n'y a personne qui n'a pas mis Pogacar en jaune. Je pense qu'il va rester une belle bagarre. Puis je pense qu'il est beau avec Vingegaard, c'est qu'il va essayer. T'sais, on l'a vu l'an dernier, essayer puis essayer. Malheureusement, il ne réussit pas parce que Pogacar est plus fort, mais à chaque jour, il y croit. Il croit vraiment qu'il peut le faire. Donc, au moins, il rend la course, peu importe les critiques qu'il peut avoir, je pense qu'il va continuer de nous faire une belle course. Ah, il a passé dans le vent. Alors voilà. Il a attaqué un malade. Ouais, fait que voilà. Voilà, Pas mal voilà ça, mes notes, moi, pour la euh, journée. Fait qu'on va se Là, on a 2 étapes plus plates. Là. Je sais pas s'ils vont être plates dans tous les sens du terme, mais en termes de relief, c'est sûr qu'elles le sont. Voir si ça finit au sprint ou si les organismes sont trop hypothéqués puis qu'il y a une grosse échappée de rouleurs. On sait jamais. Puis dimanche, quand même, un bon Les grosses rendez-vous étapes. aussi. Ouais. Dimanche, très grosse étape de baroudeur. Mais ça va être intéressant de voir les sprints aussi. Demain, il peut y avoir du vent. On a souvent vu des bordures en route vers Bordeaux. Donc, ça peut rester une étape assez intéressante. Mais je pense qu'on se reparle dimanche. Pourquoi les sprinteurs veulent gagner à Bordeaux? Pourquoi c'est un endroit? Tu sais-tu? Tout le monde parle de ça, mais j'ai l'impression que la seule raison, c'est parce qu'on en parle. Mais Un peu, tu sais, souvent, il y a du hype qui sont mis derrière des étapes juste parce qu'il s'est passé des choses dans années ces 60, étapes-là, comme le tour. Ouais, c'est ça, puis ça reste. Bordeaux, il y a toujours eu des gros sprints, mais j'ai déjà entendu le pourquoi, puis t'avais pas je pense convaincu. juste parce que En tout cas, moi, c'est une belle ville. Arrivé à Bordeaux, il y a tout un beau sprint. Là, Ouais, j'ai l'impression que ça date des Tours de France anciens. Ils passaient tout le temps dans ce coin-là. Quand il y avait genre 17 ans. Bordeaux-Paris, puis il y avait puis ces c'est une grandes ville courses qui a là. accueilli des gros événements. Là, donc, C'est peut-être ça. voilà. En tout cas, ils ont Bordeaux, ils ont plus les Champs-Élysées, les sprinteurs. Fait que bonne chance à eux pour ça. Ouais. À bientôt. À bientôt.